Plein Lado est avec moi aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir Elia. Elia, bonjour. Bonjour. Salut Elia. Elia a fait sa Alia il y a 3 ans avec sa famille. Tu venais d'où? De Marseille. Il venait de Marseille et grâce à Elia, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une petite expérience un peu inédite. C'est qu'on entend beaucoup parler dans l'Alia, les jeunes qui arrivent, il y a des problèmes. Il paraît qu'il y a des jeunes qui traînent à Netanya, à Ashdod, à Jérusalem, le Kikar Hatulot, là-bas. Et un tas de bruit comme ça, comme quoi ça serait super dur, mais on reste toujours un peu, notre regard est toujours un peu extérieur. Et très rarement, on va directement voir le jeune et dire, bon, viens nous raconter comment ça se passe l'Alia pour qu'on essaye de comprendre un peu les difficultés auxquelles peuvent se heurter les adolescents. Et surtout, comment on peut les aider à faire en sorte que ce soit plus facile, tout ce processus-là. Donc, Elia, raconte-nous un tout petit peu où vous habitiez à Marseille, comment c'était, est-ce que vous fréquentiez la communauté juive, beaucoup, raconte-moi un peu tout ça. Alors, nous à Marseille, on était, pour ceux qui connaissent, sur l'avenue du Prado. Ouais, moi je connais. On fréquentait la communauté juive. Oui, moi j'étais dans une école juive qui s'appelait Bnei Elazar. D'accord. Et on allait à la synagogue le Shabbat. Donc oui, on fréquentait la communauté juive, mais que dans le Shabbat à la synagogue ou à l'école, pas plus que ça. D'accord. C'est-à-dire, en dehors de ça, pas de mouvement de jeunesse, pas de trucs comme ça, vous restiez un peu chez vous? Si, j'ai fait quelques mois dans les ZI. Ok. Mais après, je sais pas, mes parents, ils ont pas trop aimé, donc on a arrêté à la fin. D'accord. Alors, t'avais quel âge à l'époque? Au moment un peu... aujourd'hui, t'as 16 ans? Oui. Donc, à l'époque, ça fait 3 ans d'Alia, t'avais à peu près 13 ans. Je suppose qu'ils ont commencé à partir, quand t'avais 12 ans à peu près, commencé à parler d'Alia un peu à la maison? En fait, ou bien non. Plus tôt? Non, pas du tout en fait. C'est nous, moi, ma sœur et moi et mes 2 sœurs en fait, parce que mon frère il venait à peine de naître. T'es l'aîné de la famille? Je suis l'aîné, oui. D'accord. Et donc moi et mes 2 sœurs, on en parlait beaucoup, enfin surtout moi et ma sœur parce qu'on était plus grands. Et donc nous on disait beaucoup, c'est quand qu'on va en Israël, c'est quand qu'on va en Israël, c'est quand qu'on va habiter là-bas et tout. Alors pourquoi vous aviez tellement envie? Alors en fait déjà on avait, moi j'ai des cousins en fait qui sont ici, mais depuis j'ai qu'une cousine en fait qui est née en France. Okay. De cette famille-là. D'accord. Et donc on voulait, et à chaque fois qu'on venait c'était sympa et à chaque fois il nous manquait et tout. Et vous veniez souvent? On venait, il y a eu des époques où on venait à 2 à 3 fois par an. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est plus que la moyenne. Voilà. Donc je sais pas vraiment pourquoi en fait, mais on en parlait beaucoup. Vous en parlez beaucoup, et maintenant, donc, je suppose que chez les parents, il y a toujours d'autres calculs. Qu'est-ce qu'on va faire en Israël? Est-ce qu'on va trouver du boulot? C'est pas évident, on a les petites habitudes à Marseille, etc. À quel moment vous avez senti la famille commencer à avoir un tournant et que ça commençait à se préciser un peu? En fait, nous, notre alliance s'est faite en 1 mois à peu près. Ouais. Oui. Ah oui. En fait, à l'agent juif, ils disent toujours qu'il faut préparer bien sa alia. Non, alors voilà, nous, ça s'est fait. Nos parents, ils n'étaient pas trop pour au départ quand nous on en parlait. Et ils disaient, ils avaient tout le temps plein de choses à calculer, comme vous venez de dire et tout. Et du coup, ils n'étaient pas trop pour, mais nous, on en parlait beaucoup. Et en fait, après l'été 2015, la fin de l'été, ma mère a fait avec nous la rentrée. Et c'est elle qui dit ça en fait. Et quand elle a vu en fait, nous on a fait, mes parents ont fait tchouva quand j'avais entre 5-6 ans comme ça. Ok. Et doucement, donc on est monté dans la religion. Voilà, dans la religion. Ouais. Et en fait, à la fin de l'été 2015, donc début septembre, ma mère a fait avec nous la rentrée, et elle a accompagné ma sœur. Et elle a vu en fait la catastrophe, si on peut dire ça, du point de vue religieux dans l'école. Et c'est une des écoles les plus grandes déjà de Marseille, juive. D'accord. Et aussi qui est bien
bien coté. Donc, Alors pourquoi c'était la catastrophe? Qu'est-ce qui se passait? Il commençait à Non, avoir, en fait, ça se relâchait un peu, ou c'est vous qui deveniez plus religieux que l'école? alors c'est ça en fait, nous on devenait plus religieux que l'école, c'était plutôt ça. Mais du coup, ma mère a dit, ça y est, maintenant on peut plus. Et bon, et après, il y a eu plein d'autres choses, je sais pas trop quoi. Et en gros, en fin novembre 2015, on est venu ici, moi, ma mère et mes 2 sœurs, pour voir les écoles et tout. Et un mois après, on était ici. Pas évident, hein, c'est pas des dates d'aléas conventionnelles, Voilà. où on voit décembre ou quelque chose comme ça. En général, ça se passe pendant l'été pour le faire en douceur. Et donc, on a, avec ton histoire qui est intéressante, on a un cas un peu extrême. En général, moi, j'ai le problème inverse en tant qu'éducateur, c'est-à-dire des familles où les parents voulaient monter, puis il y a des enfants qui suivent pas tellement. Vous, c'était des enfants qui ont poussé, et qui finalement ont réussi à convaincre un peu les parents qu'effectivement, c'était un peu le bon moment pour monter. Et comment ça se passe de faire ça, Alia, au mois de décembre? Vous êtes arrivé sur quelle ville? On est arrivé directement sur Jérusalem. Sur Jérusalem. Comment on s'intègre au milieu d'une année scolaire qui a déjà commencé, quoi? Comment ça se passe? Je sais pas si c'est vraiment plus dur que de s'intégrer même au début de l'année, parce que finalement, Parce que de toute façon, t'as pas la langue, il faut essayer de commencer à rattraper. Vous parliez un peu, vous, quand même? Quelques notions? Oui, moi j'ai intégré la langue plus rapidement que le reste de la famille. Ok. Mais surtout, on est tous arrivés, moi un peu plus, parce que je suis l'aîné encore une fois, donc j'ai eu plus de cours, mais on est tous arrivés avec un peu la base. Ma mère, elle avait commencé à apprendre un peu avec la fille de Monrave, en fait, la belle-fille de Monrave qui était revenue d'ici pour aider son beau-père, pour que son fils aide son père. Ouais. Alors, et elle donnait des cours d'ivrite aux femmes de la communauté. Et nous, on avait à l'école. Et toi, avec tes voyages et tout en Israël, tu avais appris quelques mots, falafel? Non, mon grand-père était là pendant quelques années. Ouais. Et on est venu le voir plusieurs fois. Et puis à chaque fois, il nous disait va demander ça, va faire ça. Et du coup, là, vraiment, j'ai un peu appris des trucs, mais sinon, globalement, non. D'accord. Donc, tu arrives ici, tu as commencé quoi? Un ulpan un peu en parallèle de l'école, comme on fait souvent? Pas du tout. Toi, tu es rentré à la classe et tu as essayé de te débrouiller direct? Alors, en fait, il n'y avait pas de... Je suis rentré en fait dans un milieu haredi. Ok. Et il n'y avait pas d'ulpan que l'école acceptait, en fait. Ouais, d'accord. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, non, en fait, j'ai pas fait d'ulpan. Je suis rentré direct dans la classe et t'as attendu qu'il y ait le déclic, à commencer à comprendre un peu. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et ça va, t'as été aidé un peu? Il y avait des copains ou des jeunes qui se sont dit peut-être on le prend un peu comme projet ou pas du tout? Du côté des copains, non, pas vraiment. Du côté des profs? Du côté des profs non plus, en fait. Il y avait quelqu'un à l'école qui était là pour ça, en fait, et qui, lui, m'aidait. Il me prenait 1 fois, 2 fois enfin, ça dépendait. Okay. C'est descendu. Au départ, il me prenait 3 à 4 fois par semaine. Après 2, 1, ça dépendait de combien j'avais besoin. Alors, comment ça se passe au niveau shiurebait et tout, pour faire les devoirs, hein? Ils venaient t'aider aussi, ou t'étais livré des fois à toi-même en disant, bon, il faut se débrouiller? En fait, non, là-bas, on n'avait pas de devoirs. Voilà. Okay. C'est l'avantage de certains milieux. C'est vrai. Ouais. On n'avait pas de devoir, mais en fait, comme c'est un Talmud Torah haredi, donc j'avais le niveau beaucoup plus élevé qu'eux. On dit souvent qu'il y a des différences, même entre les Haredim français et les Haredim israéliens. Toi, tu t'es retrouvé dans ce milieu, ou tu t'es décalé déjà quand tu es arrivé en disant oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ce qu'on connaissait tellement. Non, pour moi, ça a été différent. Ça a été vraiment différent, mais il n'y a pas longtemps en fait, j'en ai parlé à ma mère, enfin je sais pas, on en a parlé. Ouais. Et puis elle, de ce qu'elle m'a raconté, il y avait en fait, même à Marseille où on habitait, il y avait un kollel de gens haredi, mais qui, d'après ce qu'elle dit, n'était pas tellement avec nous. Maintenant, moi, ce que je me souviens, c'est qu'il y avait à mon école en fait, il y avait un élève, enfin il y avait il y avait un élève dans une classe au-dessus de moi, enfin qui devait être dans la classe en fait, et c'était un génie, il avait sauté 2 ou 3 classes. Okay. Et sa sœur était avec ma sœur dans la même classe, et eux ils étaient vraiment haredi comme ici, ça veut dire non pas jusqu'au chapeau à la veste, mais
Il venait à au l'école. niveau de la pratique et tout, ouais, c'était Non, la même mais chose. il venait à l'école en chemise et en pantalon noir. Ok. Et c'était le seul de l'école, pour le coup. Et on était presque entre 200 et 300 élèves, je crois, dans l'école. D'accord. Donc voilà. Donc, tu arrives ici, tu arrives à te débrouiller quand même plus ou moins. Et comment ça s'est passé pour la famille? Ça a été dur comme alia? C'était un choc un peu? Ou c'est ce qu'ils attendaient à peu près? Je sais pas trop, en fait, comment ça se passait pour la famille globalement. Enfin, surtout pour mes parents, en fait. Je sais que pour mon frère... C'est important ce que tu dis, parce que, encore une fois, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe dans la tête d'un olé. Ce que tu dis un peu, c'est que quand tu es olé et que tu as 13 ans, eh ben, tu t'occupes déjà de tout ce que tu as à comprendre et à faire, toi. Tu n'as pas obligatoirement une vision globale très, très affinée. Oui, c'est ce qui m'est passé par la tête, en fait, en premier, mais finalement, non, pas tellement. Parce que, non, enfin, peut-être que sur le moment, j'y aurais pas fait attention, mais maintenant, avec le temps qui est passé et la réflexion, mes parents, je sais pas vraiment. Parce que c'est les parents, ils montrent pas vraiment leurs difficultés, donc voilà. Ouais, effectivement, pour protéger des fois les enfants, on va moins montrer, on va essayer de se débrouiller tout seul. Voilà. Et tes sœurs, par exemple, alors, qui venaient juste mon frère, mon petit frère, en fait, qui a maintenant 6 ans, qui avait 3 ans quand on est arrivé. Et pour lui, ça a été plutôt dur d'un point de vue des copains et tout. Au départ, il était violent. C'était pas forcément lui, en fait. C'était des fois, surtout, d'après ce que j'ai compris de ce qu'il racontait, de ce que les profs racontaient aussi, il se battait avec plusieurs élèves tous les jours. Ça veut dire pas forcément, ils étaient plusieurs sur lui. Bon, c'est peut-être pas que c'était ressenti comme ça, mais c'était ça. Donc pour mon frère, ça a été un peu dur. Ok. Ma sœur, qui est à peine plus grande que mon frère, elle avait maintenant elle a 9 ans. Donc elle avait 6 ans à l'époque. Donc elle avait 6 ans, c'est ça, 6 ou 5 ans, je sais plus. Ok. Pour elle aussi, ça a été plutôt dur, mais moins. Elle s'est vite habituée à la langue. Bon, au départ, les élèves se moquaient d'elle. À cause de l'accent, à cause du style, un peu de la mentalité aussi. Bah, le style, non, parce que le style, en fait, là où elle était, il y avait ça ressemblait un peu uniforme. à ce qu'elle avait connu. Ouais, non, il y avait un uniforme. Donc on ne pouvait pas repérer les différences facilement. Ouais, c'est ça. Et pas les habits à la française, c'est ça, histoire de te faire repérer. Et du coup, donc pour ça a été aussi un peu plus dur, mais comme en fait c'était entre le CP et le GAN, en fait, donc ça a été plutôt facile parce qu'il n'y avait pas encore vraiment les vrais copains, les vraies copines, ni en France ni ici, en fait. Okay. Et du coup, voilà, ça a été peut-être un peu plus simple pour elle. Je sais pas vraiment, mais peut-être, je pense que ça a été un peu plus simple pour elle. Et ma sœur, qui a 1 an et demi de moins que moi, qui a aujourd'hui 15 ans, qui avait donc 12 ans à l'époque, un peu moins. Parce que 11 ans en janvier, on va dire. Ouais, elle avait 11 ans, presque 12 ans. Ouais. Et donc, pour elle, ça a été plus dur parce que elle avait ses copines en France et au départ, ça a été pendant longtemps même, ça a été une période très dure. Le temps qu'elle s'habitue, le temps que les gens arrêtent de se moquer d'elle. Elle avait envie de rentrer des fois, elle en parlait, on aurait dû rester, on n'aurait pas dû venir ici. Oui, plusieurs fois. Bon, maintenant ça va beaucoup mieux, elle pense plus vraiment, enfin peut-être que ça lui manque encore, mais elle pense plus vraiment à la France. Bon, on a toute notre famille là-bas, donc c'est autre chose. C'est logique, on laisse tous ses repères un peu. Il y a des jours où ça t'est passé par la tête toi aussi, en me disant... Moi peut-être une fois ou deux, mais pas plus. En fait, je sais pas, j'ai pas vraiment... Au départ, j'ai pas vraiment intégré qu'on allait rester là. C'était comme des vacances comme ça, mais qui se continuaient, qui se renouvelaient un peu. Voilà. Et puis, ça veut dire doucement, après, je suis rentré à l'école, mais j'avais pas encore... Ou alors, je sais pas, peut-être j'ai intégré, mais je sais pas vraiment, mais j'ai pas tellement senti qu'on était ici et que notre nouvelle vie, elle était là, en fait. C'était pas... Ok. Comment ça se passe au niveau de la famille qu'on laisse, des copains, de la communauté? On a quand même des repères, il y a des points d'appui qui sont quand même des choses importantes dans la vie. On n'a pas l'impression, à un moment après la petite euphorie passée des premiers mois, tu dis sympa, il y a du soleil, c'est les vacances, un peu Israël, malgré tout, même quand on va à l'école, justement, il y a un moment donné où on a l'impression qu'il faut qu'on retrouve ses repères et pas obligatoirement... comme tu dis, c'est très intéressant ce que tu racontes sur l'histoire vacances. Il y a toujours un moment où ça fait un peu vacances Israël, puis tu as un moment
où tu penses que, tiens, on va retourner presque à la vie normale, et puis en fait, non, ça se passe pas. Jusqu'au moment où on va s'apercevoir, on vivra plus en France, quoi. C'est fini, c'est une page qu'on a tournée. Comment ça se passe pour tes copains, même, ou ta famille, les gens? Il y en a qui ont essayé de mettre la pression un peu, c'est alors, qu'est-ce qui se passe? Vous revenez pas? Vous voulez pas venir nous voir? J'en sais rien. C'est quand même pas un truc évident, quoi, de s'arracher un peu d'un pays comme ça. Oui, c'est vrai. Alors moi, en fait, j'ai été en contact avec mes copains peut-être 2 mois, peut-être maximum. Après, j'ai commencé à parler la langue et puis j'étais moins en contact avec eux. Maintenant, ça fait très longtemps que je leur ai pas parlé, la vérité. Ouais, t'as commencé à comprendre que ça y est, quoi. Il fallait tourner à page. Non, c'est pas ça. C'est juste que ils étaient. Ils ont leur vie, toi, tu commences à voir la tienne. C'était pas vraiment tourner à page. C'était juste que ça sortait moins. Vous vivez pas le même quotidien, quoi, c'est tout. Donc, il y a ta nouvelle vie. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, j'étais moins en contact avec eux. Et puis, après, je leur ai moins parlé. Après, il y avait des moments où je disais, tiens, ça fait longtemps que je leur ai pas parlé. Et puis, je leur parlais 5 minutes avec 2 ou 3 en plus, pas tous, parce qu'ils répondaient pas tous. Vous aviez encore des choses à vous dire ou plus tellement? Plus tellement, la vérité. Ouais. Et du coup, après, j'ai arrêté de parler avec eux. Puis, je me suis plus. J'ai essayé, en fait, plus de rentrer dans les copains à l'école et surtout à l'école, en fait. Et bon, ça a été dur. En fait, j'ai pas réussi. À l'école, après à la yeshiva non plus, j'ai pas tellement réussi. Ouais. Au niveau scolaire, au niveau intégration avec les copains, se faire une nouvelle chevra. Non, c'est intégration avec les copains. J'ai pas réussi. En fait, À cause de quoi? C'est dû à quoi, d'après toi, si tu devais analyser un peu? C'est une question de mentalité? C'est une question de caractère? C'est une question de quoi? Déjà, je pense qu'il y a une question de mentalité, parce que surtout, en fait, quand on rentre dans un milieu haredi et qu'on est français, parce que pour la majorité, on est sioniste, et même si c'est pas vraiment la ferveur qu'on a dans le sang et tout, mais on est encore sioniste. Et quand arrive Yom HaAtzmaut et qu'on nous montre un film qui dit que Herzl s'est converti au christianisme et qu'il y a certaines choses qui sont vraies, et que le directeur entre dans la classe pour nous parler de à quel point Ben Gurion c'était quelqu'un de pas bien et qui a fait des choses horribles et tout ça. Ouais, c'est sûr, c'est pas la cérémonie de Yom HaAtzmaut à laquelle on s'attendait, surtout quand on est au Lim. Par exemple, c'est un des exemples, mais surtout c'est une mentalité déjà différente. Et en plus, le fait qu'ils ont des copains déjà depuis... ça, je dis maintenant avec le recul, parce que... Oui, bien sûr. À l'époque, c'était plus dur de juger exactement de qu'est-ce qui te gênait. Tu pouvais ressentir une gêne, mais c'était pas clair. Non, en fait, c'est surtout que maintenant, je dis ça avec le recul, parce que... Mais il y a... Quand je suis arrivé, je pensais pas vraiment à est-ce qu'ils ont des copains, est-ce qu'ils n'ont pas des copains. Pour moi, c'était purée, ils sont pas sympas, ils sont tout le temps ensemble. Bon, ça veut dire maintenant, il y a avoir des copains et il y a se moquer de celui qui est là, quoi. C'est-à-dire les premiers mots que j'ai appris, je pense que c'est le même cas pour la majorité des Olim globalement. C'était déjà Tzfardea, grenouille, parce que quoi. Alors les Israéliens, ils adorent ça. Le français dit toujours quoi, donc c'est une grenouille, un Tzfardea, j'ai compris. C'est ça. Et après, c'était des choses genre quand j'ai entendu qu'il me disait t'es bête, t'es pas sympa, je sais pas, c'était tous ces mots-là, en fait, les premiers qui sont arrivés de ce que j'ai appris ici, en fait. Bon, après j'ai commencé à comprendre, et puis doucement, alors ça s'est pas arrêté. Il y avait tout le temps autre chose sur quoi rigoler. En plus, j'étais pas vraiment le jeune qui en a rien à faire, quoi. Ouais. J'étais un peu tout le temps comme ça. Bon, ça veut dire il y avait plein de choses autour. Il y avait les trucs qui se passaient à la maison. Il y a l'alliance en elle-même, c'est quelque chose. C'est dur déjà pour la famille, pour les parents. Ils traversent des trucs et tout. Et en plus, à l'école, tu dois te taper de Tzfardea et des imitations c'est ça. de types qui imitent les Français, etc. T'as eu droit à tout aussi? Ouais.
Ouais. Ken. Donc après, il y a les coups de nerfs, et on s'énerve, et on se dispute, et on se bagarre, et puis il y a plusieurs fois où c'est arrivé aux mains, et bon, c'est compliqué, c'est pas facile. Maintenant, alors, c'est pour ça que je dis, il y a 1 ou 2 fois où ça m'est vraiment arrivé de penser, peut-être qu'on aurait fait mieux de rester en France, mais globalement, c'est pas globalement, il y a une petite minorité de choses que je n'accuse personne en fait. J'accuse pas que c'est milieu Haredi ou autre chose, parce que je pense que c'est vraiment dans chaque milieu il y a d'autres choses. Maintenant, dans le milieu Haredi, il y a peut-être autre chose, parce qu'encore une fois, il y a le fait que les Français, ou globalement tous les gens qui viennent d'autre part en fait, sont plutôt sionistes, et c'est un sujet de dispute. C'est un sujet de dispute, d'autant plus qu'en France, ça peut passer. Des fois, tu peux être même dans une école haridite, mais où, quand tu dis tu es sioniste, on comprend que Voilà. tu as envie d'aller en Israël, etc. C'est pas obligatoirement choquant. Et ici, tu vas arriver dans un truc où non, ici, c'est pas sioniste, c'est anti-sioniste, quoi. C'est valeur sioniste. Ça t'est arrivé, toi, Elia, de dire à un moment, peut-être c'est pas exactement... il faut que j'aille voir un peu dans d'autres milieux, un peu, que je fréquente un peu d'autres copains, des types qui me ressemblent peut-être un peu plus, en tout cas qui ressemblent au gosse que j'étais à 13 ans, qui a voulu monter pour aller en Israël, pour aller voir Israël et tout. Et tu as été tenté par aller voir un peu d'autres milieux, d'autres gens où tu n'avais pas le temps, et c'était pas jouable? Non, en fait, c'était un peu dur. Déjà, en fait, le fait qu'en France, on sort pas tout seul. Ouais. Moi, le trajet le plus long que j'ai fait tout seul, c'est un jour où le car de l'école, il nous a laissé un peu plus loin parce qu'il a oublié qu'on devait s'arrêter. Wow. Alors, bon, en plus, ça s'est mal passé. Bon, pas qu'on a eu un problème ou quoi, mais je me suis disputé avec ma soeur dans la rue. Bon, ça s'est pas très bien passé. Du coup, ma mère, elle a dit, bon, on arrête le car, je viens vous chercher. Donc, après, ça, c'était fini. Et donc, déjà, ça, en fait, c'est quelque chose qui a pris à mes parents, enfin à ma mère plus, longtemps à intégrer le fait que... Non, en fait, pas tellement. Mais ça a pris quand même quelques temps d'intégrer le fait qu'on est en Israël, et qu'ici, on est beaucoup plus autonome, et qu'il faut... C'est une autre façon complètement de voir les jeunes, ses droits, le droit de sortir, et puis même les menaces dans la rue, c'était pas les mêmes exactement. C'est ça, exactement. Et ici, tout le monde est au courant, sauf les Français qui arrivent avec leurs enfants. Voilà, c'est ça. Mais non, en fait, donc du coup, déjà, on sortait au départ, aller à la Macolette maximum. Ouais. Après, mon oncle, un Shabbat, il a dit à ma mère... En fait, au départ, quand on est arrivé, on louait une voiture. Donc ma mère, elle m'emmenait tous les matins, elle me ramenait tous les soirs. Ah ouais. Bon, c'était sympa, la vérité. Oui, au niveau pratique, mais voilà. Des fois, ça fait un peu le Hnoun qui amené tous les copains qui regardent qu'est-ce qu'ils poussent. Ouais, aussi, oui. Non, mais c'était pas tellement... C'était pas tellement de problème. De toute façon, j'avais pas tellement de copains, encore une fois, à l'école, donc, donc ça, j'en avais un peu rien à faire. Mais non, et puis en fait, il y a un moment où on pouvait plus louer la voiture, donc... Puis un Shabbat, on était chez mon oncle, et mon oncle, il est très direct comme ça. Et il a dit à ma mère, bon, tu sais, il y a un jour où il va falloir que tu le laisses sortir tout seul. Et du coup, où tu vas le laisser aller à l'école, surtout, tout ça, c'est ça qu'il avait dit. Et bon, du coup, ça a fait, je pense que ça a fait un peu réfléchir. Et puis moi aussi, en entendant ça, j'ai un peu mis la pression comme ça. Donc la première fois, j'ai essayé avec... un copain, en fait, que son grand-père, il est venu du Maroc, et qui a plein d'oncles français et tout. Donc, lui, il était un peu... C'était pas vraiment mon copain, parce qu'il avait aussi, encore une fois, il avait ses copains qu'il avait depuis quelques années. Mais, c'est-à-dire, il s'est jamais moqué de moi, il n'a jamais été contre moi, ni rien. Et pour ça, je lui disais tout le temps merci et tout. Enfin, j'étais tout le temps... content de le voir, d'être avec lui, mais encore une fois, il avait ses copains, donc il pouvait pas trop rester avec moi et faire tout ce que... Je sais pas, et faire beaucoup de choses, quoi. Mais bon, et il habitait à côté, donc un matin, j'ai dit à ma mère, ok, je vais avec lui, et on va ensemble. Et donc on va ensemble, et bon, première fois, la deuxième fois, je me suis un peu embrouillé, et puis il y avait un chauffeur pas sympa dans le bus, et on arrive à l'arrêt, il me dit
dis-moi, tu descends pas là, toi? J'étais au bout du bus, en fait, et lui, il a crié, c'était un grand bus. Ouais. Bon, et du coup, j'ai dit, ah oui, pardon, et je suis descendu. Et puis après, c'est venu, j'y allais tout seul, je revenais tout seul. Et puis après, doucement, on sort et on fait des trucs. Et puis après, mais encore une fois, il n'y avait pas tellement le truc d'aller voir d'autres milieux. C'est-à-dire, en fait, il y avait mon cousin, bon, il est beaucoup plus jeune que moi, il va faire 13 ans là, à Pessard. Donc, il est plus jeune que moi, mais il avait des copains francophones, enfin français en fait, mais qui sont montés quand ils avaient 1 an ou 2 ans, donc, mais qui étaient tous plus petits que moi en fait. Ça veut dire, le plus grand, il a 14 ans aujourd'hui. Et du coup, bon, j'étais avec eux, mais c'était un peu embêtant, quoi, parce qu'ils étaient plus petits quand même. Mais bon, comme c'était mes seuls copains, quoi, ils étaient dans le quartier. En plus, j'étais beaucoup avec eux. Mais aller voir d'autres milieux, non, pas tellement, jusqu'à ce que... En fait, j'ai fait 1 an et demi. En fait, je suis arrivé en 4e, ce qui fait qu'il t'arrête ici. Okay. Mais comme je suis arrivé au milieu, ils m'ont fait redoubler, en fait. Ils ont dit, pour la langue, ce sera mieux, tu vas être pris dans des meilleurs yeshivotes et tout. Donc, on a tous dit oui, en fait, mes parents, moi. Bon, je sais pas, peut-être s'il y avait eu un peu moins de pression. De pression, ouais, je l'aurais peut-être pas fait. Pas du côté de mes parents. Mes parents voulaient vraiment savoir ce que moi je voulais faire, mais en fait, le directeur du Talmud Torah, il disait que c'était mieux, et du coup, il y avait celui qui nous traduisait à chaque fois, donc il pressait lui aussi parce qu'il pensait que c'était mieux. Maintenant, avec le recul, je pense pas que c'était mieux. Surtout que ça se fait pas tellement en Israël, quoi, dans les écoles, etc. On redouble pas. C'est un truc. C'était une proposition spéciale sur mesure. C'est vrai. Bon, mais du coup, j'ai redoublé et puis j'ai fait 1 an et demi donc au Talmud Torah. En fait, un peu moins parce que après trop de problèmes, j'ai été renvoyé. Mm-hmm. Et après, donc l'année d'après, je suis rentré dans une yeshiva. J'ai eu trop de problèmes. C'est des problèmes que toi, t'as fait à l'école ou que l'école t'a fait? Comment tu le vois, toi, un peu? Comment t'interprètes? Ça veut dire, moi, j'ai fait des trucs que, oui, peut-être, j'aurais pas dû faire. Je dis pas le contraire. C'est parce que t'as l'impression qu'on t'énervait, qu'on te comprenait pas, qu'on te poussait un peu à bout, etc. Alors, en fait, non. Ce qui m'énervait beaucoup, c'était que les copains, ils m'embêtaient, ils se moquaient de moi et tout, mais que et tout le temps on me disait, les profs, le directeur, le prof, tout le monde me disait viens me voir, on fait ce qu'il faut, t'inquiète. Et puis à chaque fois j'allais les voir et puis il y avait rien qui se passait en fait. Donc moi ça m'énervait. Et puis ça, les trucs à la maison, donc tout qui se rassemble, parce qu'à la maison on dit pas forcément les choses. Parce qu'on a encore une fois chacun nos problèmes, quoi. Ça veut dire les parents, les frères et sœurs, surtout que bon, je voyais ma sœur, c'était vraiment beaucoup plus dur pour elle, ça lui a pris longtemps, ça lui a pris presque 1 an. Donc il n'y a pas vraiment un endroit, une bama où tu peux raconter de toute façon quelque chose, que tu vois que tout le monde est la tête dans le guidon, et chacun il a ses problèmes et tout, donc tu vas pas leur en rajouter obligatoirement, quoi. C'est ça surtout à la maison, mais il y a des gens après à l'école qui veulent peut-être entendre, écouter ce que tu as à dire, mais avec qui tu n'as pas forcément envie de parler. C'est un grand classique, ça, ouais. C'est vrai. C'est la personne qui arrive et qui dit moi je suis dispo, c'est pas obligatoirement la personne avec qui tu as envie de raconter ta vie. Et bon, donc du coup ça est là, et les nerfs qui montent, et puis après il y a eu plein de choses. Bon, j'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire, évidemment, enfin c'est comme tout le monde, quoi, mais encore une fois, nous on était les Français, donc ça veut dire... C'est pas obligatoirement comme tout le monde en vrai, mais c'est une question aussi de pression. En fait, plus on t'a poussé un peu, on t'a mis un peu dos au mur, plus les solutions que tu vas trouver dans ta vie, ça va être d'aller faire des trucs, de tenter des trucs, de pousser un peu. C'est pas toujours évident les bêtises qu'on peut faire ou les trucs un peu suspects, mais très souvent ça vient de situations où effectivement tu as une impression qu'on t'a pas écouté ici, que tout le monde s'en fiche là et tout, donc il y a des opportunités que tu n'aurais pas vues obligatoirement tout seul. Comment on se sort de ce genre de situation? Comment on se regarde dans le miroir, on dit bon, t'arrêtes de déconner un peu, c'est quoi? Comment on sort de ça? Je sais pas, en fait. Ouais. Je suis pas vraiment sorti de ça. C'est juste que au bout d'un moment, j'ai trouvé...
En fait, bon, alors après, donc j'ai été. Vraiment, tu aperçois qu'il y a d'autres enfants qui te ressemblent un peu, qui ont vécu un peu les mêmes trucs ou pas obligatoirement parce qu'ils sont au lim, mais qui se retrouvent un peu au même point parce qu'ils ont l'impression aussi d'être les mecs pas écoutés de la société. C'est ça. Tu t'es fait quand même des compagnons d'infortune, des compagnons de radeau. Voilà, c'est ça. Mais ça a pris encore longtemps, en fait. Ouais. Ça veut dire, après, j'étais 1 an dans une yeshiva à Beit-Vagan, moins d'1 an, parce que là-bas aussi, j'étais envoyé. Et bon, donc les mêmes problèmes, je n'avais pas vraiment de copains, puis tout le monde se moquait de moi. Bien que, en fait, j'ai presque pas d'accent quand je parle en hébreu, et tout le monde me le dit, en fait, mes copains, à chaque fois que. Maintenant, depuis déjà 1 an et demi, peut-être, même plus, un peu plus, pas vraiment, mais et on me dit. Je dis, je suis enfin, des fois, quand il faut, je dis, je suis français, et on me dit, quoi, tu es français, purée, on dirait pas, quoi. Ouais. Donc j'ai plus d'accent, mais j'ai encore un peu sur quelques trucs qui sont un peu durs à dire. Et j'ai pas vraiment. Non, mais c'est marrant parce que tu as l'air d'accepter un peu. Bon, c'est normal si on a un accent de se moquer de nous. En tout cas, c'était l'effet. Non, c'est non, pas une obligation, quoi. Hein, non, je dis pas que c'est normal. Non, je sais, mais on voit que tu as fait même. Au bout d'un moment, tu t'es dit, bon, ben super, j'ai presque plus d'accent, que ça, ils vont me lâcher un peu, quoi. Comme si qu'eux, ils considéraient que c'est tout à fait normal. T'as de l'accent, je dois me moquer de toi. Non, quoi. Non, c'est pas ça que je voulais dire, en fait. Ça veut dire que du moment où il y a l'accent, on voit direct les gens qui ont un accent américain, on voit qu'ils sont américains, les gens qui ont un accent français, on voit qu'ils sont français. On sait direct caser, en fait, les gens. Du moment où il n'y a plus d'accent, en fait, ils savent pas vraiment. Et du coup, à partir du moment où les gens ont appris à te connaître sans savoir que tu es français, dès qu'ils découvrent en fait que tu es français, tu es déjà avec eux et tu les connais déjà. C'est trop tard pour les moqueries. Ouais, c'est ça. Ils ont plus tellement à se moquer. Et puis du coup, en fait, les moqueries, elles tournent plus en blagues qui durent 2 minutes et qui passent en fait. Et où c'est sympa vraiment. Et puis surtout, ils ont tous leurs points où on a tous nos points en fait, où on peut parler de nos copains, parler d'autres gens. Donc il y a tout le temps, ça veut dire, ça devient une plaisanterie entre nous. Ouais, en fait. C'est plus le focus, il n'est pas sur toi obligatoirement. Ça devient un peu dilué entre les blagues de garçons sur les autres. J'ai une question à te poser parce que la montre tourne. On doit essayer de se diriger un peu vers la fin de l'émission, mais il y a certains points que je vais encore préciser avec toi. Si demain on dit, bon Elia, on va te confier le dossier de l'intégration des jeunes au LIM qui arrivent parce que tu as de l'expérience, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour aider les jeunes qui se retrouvent un peu comme toi, dans des milieux, dans des endroits où ils ne sont pas tout à fait adaptés, où il y a beaucoup de moqueries, il n'y a pas vraiment de gens pour les aider, pour les défendre un peu, et qui finalement vont essayer de se débrouiller comme ils peuvent, mais c'est quand même beaucoup, il doit y avoir une accumulation quand même de colère des fois, et pas obligatoirement contre quelqu'un de précis, mais ça s'accumule, parce que quand tu n'arrives pas à être reconnu pour ce que tu es, avec toutes tes qualités, etc., c'est frustrant. Et au bout d'un moment, la frustration, elle s'accumule. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider tous les jeunes qui arrivent ? Il y a eu une vague d'Alia, il y a une année, il y a 8000 personnes qui sont montées, c'est des centaines de jeunes. Et je suppose qu'il doit y en avoir plein, des comme toi, d'autres Elia qui sont dans leurs écoles, dans leurs trucs, et qui se font embêter, ou qui se font coincer, ou qui n'arrivent pas tout à fait à s'intégrer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour au moins faire un pas vers eux, assouplir, qu'il y ait au moins une oseine cachée avec quelqu'un pour les entendre, pour les écouter un peu, essayer de trouver des solutions ? La vérité, c'est que je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. C'est un peu dur à penser. Moi, je ne sais pas, peut-être que c'est venu à cause de l'ALIA ou quoi, mais personnellement, je sais pas, j'aime pas trop parler. Ouais. Ça veut dire, en fait, je pense que chacun gère son truc comme il le sent. Moi, bon, c'est pas moi. Je prends par exemple moi ce que j'aime bien faire, quoi. C'est à partir du moment où j'ai de l'énergie à sortir, et ben je sors l'énergie. C'est-à-dire si j'avais un punching ball, ce serait sûrement sur un punching ball, mais bon, j'en ai pas. Donc je marche, je cours, je fais du vélo, je bouge en fait. J'aime pas tellement parler. Donc, mais en fait, le problème avec ça, c'est que à partir du moment où après il y a la colère qui monte,
il y a un moment où tu n'as plus le temps de te dire, bon, ça y est, là, je vais faire du vélo, je vais courir, je vais marcher, je vais taper, puis il y a un moment aussi où la colère, elle monte, et donc au bout d'un moment, ça devient presque une deuxième nature. Tu es quelqu'un en colère, tu es quelqu'un énervé, tu es quelqu'un frustré, et tu n'as pas envie d'être ça. C'est pas ton caractère de base, ce truc-là. Alors oui, c'est ça, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'énergie, elle sort. Au bout d'un moment, l'énergie. Enfin pour moi, si on l'a pas dirigé vers un truc c'est sympa, ça. Elle sort. Il y a de toute façon, ça pète. Voilà, ça pète et c'est pas très. C'est pas des choses. C'est-à-dire. J'ai fait des choses que bon, je me dis purée, mais enfin c'est des trucs de malade quoi. Bon, il y a d'autres choses aussi, ça veut dire il y a des choses que j'ai fait qui peuvent être compris en fait, parce qu'un jour par exemple je suis entré dans la classe et on a bon, je pense que la majorité des adolescents ici connaissent, on a des chaises en plastique comme ça, c'est un morceau de plastique dans les classes, et un jour je rentre dans la classe en fait et je vais vers ma table et puis il y avait 2 élèves dans la classe et moi. Donc les 2 étaient derrière la table du prof et moi j'étais à peu près là, ça veut dire on était à peu près voilà, à ça d'écart. Et je rentre dans la classe et puis d'un coup je me prends là, je me prends une chaise, enfin la fin du dossier d'une chaise en fait. Okay. Et puis je me retourne, et puis ça m'a fait mal d'abord. Donc je me retourne et je vois 2 élèves qui rigolent en fait, et puis enfin un qui rigole et l'autre qui me dit oh ça va, et du coup enfin ça veut dire c'était des choses c'est pas des choses courantes en fait, mais c'est des choses qui se passaient beaucoup. Un coup de... Non, ils m'ont jeté une chaise dessus. Enfin, ça veut dire... Ils m'ont jeté carrément. Non, alors en fait, le pire c'est qu'il m'a dit après coup, il m'a dit non, pardon, je voulais pas te jeter dessus. En fait, j'ai juste jeté la chaise et puis tu es passé. Ouais. Alors, je pense que c'est vrai la vérité, mais c'est bizarre. Ça veut dire pourquoi tu jettes une chaise comme ça en plein milieu de rien. Ouais, bon. Et puis c'est des choses qui se passaient beaucoup. Donc après, ça veut dire moi c'est des choses que je faisais pas, mais quand je m'énervais par exemple, c'était des choses qui pouvaient se passer. Donc t'as l'impression qu'à cause de tous ces trucs, t'as changé un peu de caractère, t'es moins calme qu'avant, t'es moins souriant, t'es moins optimiste. Il y a des trucs qui sont accumulés comme ça. J'ai changé de caractère, oui. Dire sur quoi j'ai changé exactement, faudrait que je réfléchisse un peu quand même. Okay. Mais globalement, je pense que tout ce que j'ai changé, c'est bon pour moi. Enfin, pas tout le monde est d'accord. Maintenant, pour l'instant, peut-être qu'après je me dirais, purée, c'est peut-être pas bon, mais en fait, le fait de l'expérience sera toujours ça d'acquis en fait. Okay. Donc peut-être qu'au bout d'un moment je me dirais que c'était pas bon, mais pour l'instant ce que moi je vois c'est que comme ça je suis bien, et donc en fait c'est ça le truc, c'est que avec ces changements que j'ai fait en fait, alors après quand ils m'ont envoyé de la yeshiva, j'ai dit bon, j'arrête les trucs avec que de la Gemara et tout, je cherche un truc et je vais faire le bac. Alors donc au début de l'année je suis rentré dans un truc où je devais passer le bac. Mais bon, finalement, c'était pas... Ça veut dire c'était un milieu c'était sympa. Ça veut dire on avait le droit au téléphone, on s'habille comme on veut. Juste pendant les cours, il fallait une chemise blanche. Les pantalons, ils en avaient rien à faire. Les chaussures, pareil. Les cheveux, peut-être, ils faisaient un peu attention. Mais à part ça, globalement, c'était très ouvert. Mais il y avait un truc dans l'équipe en fait qui m'a pas tellement plu. Bon, c'est pas, et du coup moi ça m'a pas trop convenu et j'ai lâché il y a quelques semaines. Quand tu dis dans l'équipe, c'est quoi? Dans les rapports entre les gens? Non, alors en fait les rapports sont très bons, mais il y avait un truc où ils sont trop occupés en fait à chercher à faire tout ce qu'ils peuvent pour nous. Et ils sont plus à l'écoute en fait. Ils nous disent oui, on veut vous écouter, on veut parler avec vous, mais en fait pour parler avec eux, il faut nous, ils veulent parler, eux veulent parler avec nous, et c'est nous qui devons les harceler en fait pendant quelques jours, même quelques semaines des fois,
pour qu'il parle avec nous. Déjà que tu n'avais pas tellement envie de parler, quand tu as envie, il n'y a plus personne. C'est ça. Et bon, après, j'ai vu plein de trucs qui, à cause de ça, en fait, globalement, à cause de ça, j'ai eu plein de copains qui ont fait des problèmes, en fait, mais qui n'ont pas vraiment fait des problèmes, mais qui ont été mal compris pour certains. Un que j'ai rencontré là-bas et avec qui je me suis beaucoup... qu'on est devenu bon copain, en fait, qui est parti là au Brésil, mais que j'ai encore des très bons contacts avec lui. Et lui, en fait, il y a une histoire, enfin il y a eu plusieurs histoires où la moitié des fois, en fait, ce qu'on l'accusait, c'était pas ce qu'il avait fait. Et bon, du coup, à la fin, il a dit, moi, je veux plus revenir. Et c'était à la fin des vacances de Hanouka. On devait revenir tous, disons le lundi, je sais plus quand. Je crois que c'était lundi. Alors moi j'avais une grippe, donc j'ai pas pu retourner. Mais le soir, en fait, lui il a dit, moi je veux plus retourner. Et le soir, on a eu, bon, je sais pas, on a parlé quelques minutes tout seul. Et bon, à force de discussion, j'ai réussi à le convaincre de revenir. Et donc il m'a dit, ok, ça va, tu sais quoi, demain on retourne ensemble. Je lui ai dit, peut-être pas, parce que moi j'ai une grippe, ils veulent pas que je revienne. Ils veulent pas que je contamine les autres, parce que c'est dans le Golan, c'est quand même 3 heures de route pour la majorité des élèves, donc ça fait beaucoup pour rentrer à la maison. Et donc ils m'ont dit, tu reviens pas si ça passe pas. Donc j'étais pas censé revenir le lendemain. Et il m'a dit, bon, ok, de toute façon moi je rentre, je fais ma valise et demain je retourne. Et le soir, et donc il rentre, il ouvre sa valise, c'est lui qui me raconte en fait après. Il ouvre sa valise et le directeur de l'école l'appelle et lui dit, bon, tu reviens pas demain. Et ils ont parlé quelques minutes et bon, il lui a dit, t'es pas revenu aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, machin. Et à un moment, il lui a dit, de toute façon, t'es bête et tu devrais pas être chez nous, tu devrais être dans un truc spécial pour les bêtes, genre. Et bon, après, sa mère, elle a entendu ça, elle lui a dit, bon, ok, moi je veux pas que tu retournes là-bas. Et même si moi je voulais plus en fait qu'ils lui disent bon, ok, qu'ils lui disent bon, ok, pardon, je savais bien que c'était pas vrai, enfin je savais aussi que c'était dur de faire ça, mais bon, j'ai réussi à le convaincre. Et puis il m'a dit, mais ma mère elle veut pas. Donc à la fin il n'est pas retourné. Et puis bon, après il y a eu d'autres choses qui se sont passées et puis je suis parti de là-bas. T'as été solidaire un peu avec lui Alors pas vraiment, non. Pas vraiment. C'était vraiment... Alors j'ai dit plusieurs fois que non, c'était pas par solidarité avec lui. Par contre, ce qui s'est passé avec lui, en fait, c'est un truc qui m'a plutôt ouvert les yeux, disons, sur... Enfin, ça veut dire que ça faisait plusieurs fois que ça se passait des trucs comme ça. Mais là, comme lui, il était plus proche de moi, en fait, il dormait dans le lit en face de moi. Ouais. Donc bon voilà, et en plus il avait du mal à s'endormir souvent, donc on parlait après voilà, un peu tard et tout. Et du coup en fait j'ai bien vu ce qui s'est passé parce qu'il m'a tout raconté, il m'a tout dit, tous les détails et tout, donc j'ai bien vu ce qui s'est passé. Et puis je me suis dit, purée, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé. Et puis après moi aussi j'ai eu mes trucs à la maison là-bas, et du coup à la fin j'ai dit bon, ça y est, j'arrête. Et j'ai arrêté. Mais en fait après en le connaissant lui, en fait j'ai connu d'autres, enfin j'ai connu ses copains lui, donc qui sont comme on voit, je suis plus Haredi aujourd'hui, et que eux en fait aussi pour tous en fait sont de milieu Haredi, pas forcément qui sont pas Olim Hadashim. Leurs parents oui, leurs parents oui, ça fait déjà 30-40 ans pour la majorité. Par exemple, les parents de mon copain dont je viens de parler, ils étaient brésiliens. Les parents d'autres copains, ils sont espagnols ou portugais, je sais plus. Et les parents d'autres copains, ils sont aussi espagnols ou portugais, je me souviens plus. Et donc, en fait, globalement, c'était pas fait exprès. En fait, j'ai découvert ça plus après. Mais voilà, en fait... Et même si c'est pas tous des Olim de France, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on a plus d'atomes crochus, on est plus proche quand même des gens qui sont enfants de Olim. Alors, les gens qui sont venus d'ailleurs. Apparemment oui. Ouais. Je sais pas, j'avais pas remarqué en fait. Encore une fois, c'est pas venu. C'est une étude qui est connue en vrai, mais c'est toujours amusant à constater effectivement, voilà, quand on s'en aperçoit.
parce qu'apparemment, il y a des trucs qui ressemblent quand même. Elia, on va devoir se quitter. C'était très intéressant ce que tu nous as raconté. Bon, ce qu'on va révéler aussi un peu aux gens qui nous regardent, c'est que tu vas travailler avec moi probablement sur le nouveau projet que je monte. Et je pense qu'avec tout ce que tu as dit aujourd'hui, ton regard, il va être très, très important. C'est-à-dire comment on arrive à proposer des projets, des trucs aux ados qui leur permettent vraiment, cette fois, de sortir leur potentiel véritable et surtout d'être à l'aise, de ne pas être en frustration comme ça. Voilà, on m'énerve, on ne m'a pas compris. Non, au contraire, de les mettre dans une ambiance où on va les comprendre au maximum et où de leur côté, ils vont devoir faire tous les efforts qu'il faut pour montrer qu'ils sont à la hauteur quand ils sont dans un contexte favorable. En tout cas, tout ce que tu nous as dit, je pense, nous a éclairé les yeux sur pas mal de choses qui se passent dans le processus de l'ALIA. Si on a besoin de plus de choses, on te rappellera pour une autre émission, un autre panel avec d'autres jeunes qui ont vécu d'autres choses. Et merci, en tout cas, c'était très clair. Merci pour ta collaboration, d'être venu aujourd'hui. À très bientôt dans Plein Lado pour tout le monde. Au revoir. Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.